Tout le monde entend, sinon c'est bon? Oui. Là. Génial. Parfait. Donc voilà, hein, on redémarre. Je rappelle, ce sont des temps assez denses. Et ensuite, on essaie, à travers le chat et tout ça, d'interagir. On y a plutôt bien réussi ce matin. On va donc la démarrer de 14h à 14h45, 15h et ainsi de suite, autour de... alors, en fait, l'idée derrière, c'était là, ce sont trois représentants d'entreprises. Elisabeth Obino, qui est la directrice RSE d'Aviva France, Bouchra Liouad, qui est la directrice des projets RSE et la secrétaire générale de la Fondation KPMG, et Philippe Dacosta, qui est le directeur des nouveaux métiers de la G2R La Mondiale. Donc, trois regards différents autour de finalement la question qu'on s'est posée, hein, puisque depuis ce matin, c'est ces questions de transition, comment ça touche l'entreprise, comment ça touche le management. Je rappelle que c'est Laruche et l'INSEC, le groupe INSEC qui organise ce colloque, qu'on est dans des logiques évidemment où il y a des étudiants qui écoutent, il y a aussi des acteurs du monde de l'entreprise, des acteurs du monde de l'ESS. Enfin, voilà, c'est extrêmement large comme public. On avait 450 inscrits et ce matin, ça a tourné. Il y a eu 250, 300 personnes qui se sont connectées, parfois juste sur le sujet qui les intéresse. Et puis d'autres, ce qui est aussi ça qui est intéressant, qui ont écouté un peu tout. Personne disait, on a fait un élément sur la santé intégrative. Personne disait, bah, je ne pensais pas du tout que ça allait m'intéresser, mais finalement, ça a des résonances, y compris avec ma pratique managériale ou des éléments comme ça. Donc, on essaye comme ça d'avoir un regard très, très large. Et là, ce qu'on s'est demandé sur ce temps-là avec vous trois, c'est finalement, on voit que les entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises prennent de plus en plus en compte les questions d'impact social, d'impact écologique, les questions d'engagement, d'investissement citoyen. Enfin, on voit que là, il se passe quelque chose. On parle d'entreprise à mission, on parle d'impact. On parle évidemment d'un élargissement de tout ce qui est économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, on parle de mesures de l'engagement. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Et en fait, on se demandait, non pas la question habituelle, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est superficiel ou autre, c'est comment ça se passe et est-ce que à la fin, ça indique vraiment une transformation structurelle. On pourrait même parler peut-être, pour l'interrogation, hein, on est aussi dans le doute. Je rappelle souvent cette formule de mon cher Camus qui disait s'il y avait un parti du doute, j'aurais adhéré. C'est-à-dire que aussi, c'est se poser des questions, s'interroger. Enfin, on se dit, est-ce que c'est en train de transformer très fortement les entreprises et plus largement encore, structurellement, le système économique, le système capitaliste. Voilà, c'est un peu autour de tout ça. C'est très vaste et on a à peine une heure, mais c'est pas grave. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on commence avec Bouchra Liouad sur KPMG, parce que je trouvais ça intéressant qu'une structure qu'on n'attend pas du tout là-dedans. Pour être voilà, okay, la boîte vraiment voilà, de conseils un peu à l'ancienne et tout ça, très, très dure, très forte et autres, et que bah oui, vous allez sur ce secteur-là. Alors il y a à la fois la fondation, mais plus largement, c'est tous ces projets RSE et tout, accompagnement justement vers des formes de transformation de l'entreprise. Donc ce que j'aurais bien aimé, c'est pour commencer simplement, vous nous racontiez, je dirais, le pourquoi et le comment. Le tout en une grosse dizaine de minutes. C'est noté. Merci. On va essayer de faire ça effectivement en un temps record. Alors, je vais prendre la question je vais répondre à vos deux questions en commençant par une introduction qui est simple. On ne peut pas conseiller nos clients à intégrer finalement et les accompagner à intégrer des enjeux sociaux ou environnementaux au cœur de l'entreprise si nous-mêmes nous ne le faisons pas. Donc, ça nous paraît assez logique, j'ai envie de vous dire, évidemment, de bien sûr intégrer ces préoccupations-là au sein du cabinet pour pouvoir évidemment conseiller les entreprises que nous allons accompagner. Donc déjà dans un volet interne, je vais vous parler de l'articulation finalement du volet interne qui intègre cette notion d'impact et du volet externe qui intègre également cette notion d'impact. Sur le volet interne, on s'est rapidement rendu compte que bien sûr sur les métiers du conseil, de l'audit ou de l'expertise comptable, on peut penser que ce sont des métiers effectivement qui assez naturellement, on est sur les métiers de service, donc pour lesquels cette notion de service est assez intégrée finalement dans le business model, mais on se dit, mais qu'est-ce que vous allez faire sur le thème de l'environnement? Par exemple, on n'a pas d'usine, on n'a pas notre empreinte carbone, évidemment, elle est faible, mais elle est surtout liée finalement au déplacement professionnel ou des choses comme ça. Donc, pourquoi KPMG irait sur ces sujets-là? Eh bien, et pareil pour les enjeux sociaux.
Je veux dire, nous, généralement, lorsqu'on va travailler, enfin, lorsqu'on fait des recrutements, par exemple, on va plutôt, recruter des bac+5, des grandes écoles et cetera, et vous allez nous dire: «Mais qu'est-ce que vous allez faire, avec un programme, qui s'adresse à des lycées professionnels dans les QPV?» alors que c'est pas du tout notre cible de recrutement, typiquement, vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire oui, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Mais maintenant nous, on a décidé au sein du cabinet d'adresser cette question-là, d'intégrer ces préoccupations sociales et environnementales dans notre feuille de route depuis plus de 15 ans. Et comment on l'a articulé? Eh bien, on a utilisé finalement une fondation. C'est vrai que, l'outil d'une fondation d'entreprise, il faut le savoir, c'est le bras armé de la RSE. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu il y a de ça une quinzaine d'années quand on a décidé de travailler sur ces sujets-là. On s'est dit: «Bah, on va expérimenter, on va utiliser une fondation d'entreprise pour être, une sorte de laboratoire d'expérimentation sociale et environnementale de ce que l'on peut faire». Parce qu'on reste sur du mécénat, on se met sur de l'intérêt général et cetera, et on va expérimenter, ces sujets-là sur l'innovation sociale et voir comment finalement le cabinet peut avoir une empreinte positive dans son écosystème, sur son territoire, et après, progressivement, on va avancer. Donc, c'est un peu comme ça que le sujet nous est tombé dessus. Donc, à l'origine, on voulait tout simplement avoir, voilà, des investissements citoyens, incarner cette responsabilité sociale, et à travers des programmes d'engagement. Et rapidement, on s'est rendu compte que, pour l'interne, c'était un véritable levier finalement, d'attractivité des talents, que les collaborateurs, ont envie de s'impliquer, ont envie d'avoir une entreprise, qui est responsable, ont envie aussi d'avoir à des programmes d'intérêt général. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, que ça développe des compétences des collaborateurs. Ça, c'est évident, que, lorsque vous allez permettre à des consultants ou des auditeurs et cetera de sortir un petit peu de ce qu'ils font, traditionnellement et d'aller dans des secteurs différents auprès des associations ou auprès de la ruche, hein, par exemple, hein, des acteurs de l'innovation sociale, eh bien, ça leur permet d'avoir finalement de sortir un petit peu de leur zone de confort un peu traditionnelle, et puis de découvrir aussi des nouvelles expertises, des nouveaux domaines, et puis tout en se sentant utile. Donc, attractivité des talents, ça permet aussi de créer de la créativité et de l'innovation en interne. Ça permet de créer aussi des croisements et des collaborations un peu transverses. Dans une entreprise de 10 000 collaborateurs, vous imaginez bien que c'est très compliqué de rencontrer le collaborateur, de telle équipe ou de telle équipe. Or, avec ce type de programme-là, ça nous permet d'avoir une transversalité dans les métiers, donc qu'un auditeur rencontre un consultant, qui travaille avec une personne de Marseille, et sur des sujets d'engagement. Donc ça crée aussi de la du relation du des éléments liés aux relations finalement internes, qui sont assez intéressantes. Et puis bien entendu, évidemment, ça permet aussi d'incarner, notre engagement social et sociétal. Pour vous donner, voilà, aujourd'hui, on est sur, des investissements en mécénat de compétences. Là, je vous parle juste sur ce qu'on fait nous. On est sur des investissements qui, représentent plus de 1,7 million, vous voyez? En termes, mais nous, on peut facilement le quantifier, hein, on est des consultants, donc le taux horaire, il est quantifié, donc on sait exactement, ce que coûte un consultant et quels sont nos investissements. Donc, c'est quand même assez important de se dire que sur une année, on a atteint ce chiffre-là en termes de ce qu'on appelle vraiment de mécénat de compétences. Donc ça, c'est pour l'interne effectivement, et 10 000 collaborateurs sur le volet environnement, pareil, c'est 10 000 éco-citoyens informés, tout simplement. Donc c'est assez logique finalement qu'on s'intéresse à cette question-là. Et puis pour le volet externe, fort de notre expérience aussi sur notre volet interne, on s'est rendu compte que, bah, nos clients, avaient besoin aussi d'intégrer ces préoccupations-là dans leur business, et au cœur de leur stratégie, parce que nous, on l'a fait depuis plus de 10 ans, on s'est rendu compte des effets positifs que ça pouvait avoir aussi bien pour notre image que, pour les collaborateurs, que pour, ce vivier aussi de développement un peu externe. Et donc, naturellement, KPMG a lancé ce service qui s'appelle KPMG Impact. Donc, on a nos impacts internes, mais aussi, finalement, comment on accompagne nos clients. Et donc, cette offre de service qui est destinée aux clients du cabinet, de grands groupes, également, et qui souhaitent intégrer ces préoccupations dans leur business plan. Donc, c'est ce que vous donniez comme exemple tout à l'heure, par exemple, comment une entreprise souhaite, devenir une entreprise à mission.
Et donc là, vous avez des consultants qui vont aussi accompagner nos clients. Donc on s'adapte évidemment. Maintenant, il faut le savoir, on le voit à travers nos différents clients que ces préoccupations-là sont de plus en plus importantes pour les grandes entreprises, qu'elles le font depuis certaines depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il faut le faire, il faut quantifier les choses, il faut mesurer aussi, mesurer nos impacts. Et ça, ce sont des éléments qui sont aussi importants. Ok, merci beaucoup. C'est déjà, ça fait 15 ans. J'avoue que c'est bravo quoi, hein. En plus, vous êtes quand même d'un monde qui, encore une fois, sur lequel on ne s'attendait pas nécessairement. C'était aussi pour ça que c'était intéressant de vous entendre et de partager avec vous. L'autre élément, c'est vous disiez à raison que ça a un coût, hein, les 1,7 million par exemple pour le mécénat de compétences, mais qu'en même temps, ça rapporte aussi. Ce qui est aussi évidemment extrêmement intéressant. Et du coup, les entreprises que vous accompagnez, je présume que c'est un argument commercial de fait, de dire que nous-mêmes, on est engagés dans ce processus pour vous accompagner, plutôt qu'on est complètement extérieur, et ainsi de suite. Je présume que dans l'argumentaire, je ne sais pas s'il y a une autre entreprise concurrente de la vôtre qui n'est pas du tout à ce niveau d'implication. Bah, a priori, c'est bon sens. On se dit, je regarde les deux, je me dis, bah, a priori, ils sont un peu plus cohérents, quoi. On aime bien quand même quand il y a un peu de cohérence. C'est plutôt plus sympa. Il faut être en accord, évidemment, il faut être en adéquation entre ce que l'on propose à nos clients et ce que l'on fait nous-mêmes, évidemment. Donc, si on dit à une entreprise, on l'accompagne, on lui dit, il faut, par exemple, développer finalement l'attractivité de vos talents, il faut développer les compétences de vos collaborateurs sur des programmes qui ont du sens. Nous, on doit aussi dire, bah, écoutez, regardez nous ce que l'on a fait, ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez le dupliquer, bien entendu. D'accord. Vous nous avez parlé des salariés. Est-ce qu'il y a eu, au début ou peut-être même maintenant, des gens qui vous disent ben, c'est bien gentil, mais j'en ai rien à faire, c'est pas le sujet, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a aussi du. Bah, évidemment, Ouais. on est 10 000 collaborateurs, tout le monde ne pense pas la même chose, hein. On n'est pas des Comment c'est. copier-coller, évidemment. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, chacun est libre de croire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vont intégrer cette notion d'engagement et qui vont l'intégrer finalement dans le plan stratégique de l'entreprise, à savoir, par exemple, qui vont décider de dédier, c'est ce qu'on a fait, 6 jours, par exemple, par an, de mécénat de compétences pour tous les collaborateurs sur leur temps de travail. Ce qui veut dire que chez nous, chez KPMG, par exemple, mais beaucoup d'entreprises le font, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous engager sur des actions d'intérêt général, vous engager sur votre temps de travail jusqu'à 6 jours par an. Mais maintenant, vous avez des partenaires ou des associés qui vont vous dire, écoutez, moi personnellement, mon engagement, il concerne ma sphère privée et je ne souhaite pas le faire via ma sphère professionnelle. Soit, évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, pour la génération qui arrive et ceux qui nous écoutent, donc les étudiants, on sent vraiment aussi sur cette génération qui arrive et qui va arriver sur le marché de l'emploi qu'ils ont envie que l'entreprise leur permette aussi, sur le temps de travail, de pouvoir s'impliquer sur des actions à impact ou d'intérêt général. Et bien entendu, il faut que l'entreprise, elle puisse prendre conscience que cet élément-là est important et le proposer aux collaborateurs qui le souhaitent. Donc oui, j'ai envie de vous dire, oui, certains vous disent je n'en veux pas, ou vont décider de vous dire, parce que nous, on a des axes, hein, on va dire qu'on va travailler sur l'entrepreneuriat, l'environnement, l'éducation, l'égalité des chances, les réfugiés, etc. Maintenant, on ne peut pas couvrir tous les champs d'intervention. Et vous avez des personnes qui vont vous dire, bah, écoutez, moi, j'ai envie de travailler que sur le sport ou la santé. Bon, bah, ils ne trouveront pas leur bonheur dans l'entreprise, mais ils pourront le faire en externe, bien entendu. D'accord. Et juste pour finir, je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais ça représente quoi l'accompagnement, enfin, cette activité-là Mhm. par rapport à tout KMG, tout KMG, c'est quoi? C'est un demi, 0,0001% ou c'est plus? Vous parlez pour les clients Oui, pour vous. ou pour nous en interne? Oui, pour votre activité à vous, dans ce que vous facturez, c'est 0,001% ou c'est un peu plus que ça? Ou c'est vraiment exotique ou ça prend quand même de l'importance? Alors, honnêtement, on peut pas vous donner des éléments chiffres aujourd'hui parce que c'est assez nouveau quand même, hein. Vous le Hmm, savez, hein, le statut des entreprises à mission, c'est 2 ans. Donc, on n'est pas encore aujourd'hui en mesure de chiffrer, d'accord, de manière précise, quelle part finalement, c'est trop tôt. Parce d'accord. que les entreprises elles-mêmes, même si elles ont intégré ces enjeux-là, de là à faire appel à une entreprise de conseil pour l'accompagner à transformer durablement son modèle, elles y sont pas encore toutes prêtes. Parce que ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont plutôt faire une démarche interne.
plutôt interne et donc commencer à travailler sur une feuille de route en interne. En revanche, pour ce qui est, moi je vous parlais aussi de l'engagement, pour ce qui est de l'engagement en interne, aujourd'hui par exemple, ça représente 10% des effectifs Ah oui, c'est de quand même. KPMG, la mobilisation, oui. D'accord, oui, donc c'est énorme quand même. C'est conséquent, bien sûr, Oui, oui, oui. évidemment. C'est pas exotique. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce premier balayage. Bah, il y a une cohérence. Je vais me tourner vers Elisabeth Obino, la directrice RSE d'Aviva France, parce que justement, ce qui est intéressant, vous, c'est que vous êtes dans cette démarche de réflexion largement. Voilà, c'est comment Aviva France. On en a parlé ce matin avec Benoît Humbert. Hein. Vous êtes, par exemple, des partenaires de la Ruche, ainsi de suite. Vous avez développé des choses avec eux. Mais comment vous, cette entreprise, donc peut-être nous rappeler comment, là aussi, elle s'oriente dans ce. Disons qu'elle prend ce chemin, elle prend cette direction. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. C'est bon? Oui. Je vais déjà rappeler un élément sur la loi Pacte et ce qu'elle permet finalement pour les entreprises. Vous parliez tout à l'heure d'un changement structurel. En fait, la loi Pacte, effectivement, elle est faite quelque part pour entraîner ce changement structurel, puisqu'elle modifie carrément la loi, puisqu'elle intègre dans l'article 1833 du Code civil cette notion d'intérêt social et elle intègre cette partie aussi environnementale, ce qui est quand même une nouveauté et ce qui va vers quelque part un peu un changement de paradigme pour les entreprises. On avait connu effectivement après le Grenelle de l'environnement, les rapports environnementaux, etc. Mais là, vraiment, on rentre dans le cœur même, je dirais, des entreprises. Donc ça, c'est important et c'est ça peut-être qui va créer la nouveauté de la démarche. Ensuite, cette loi Pacte, elle est aussi à 3 dimensions, parce que en plus de modifier cet article 1833, il y a aussi un effet sur l'article notamment 1835 sur cette notion de raison d'être. Alors c'est important cette notion de raison d'être et l'exprimer dans ses statuts. Alors on peut dire c'est simplement une démarche, c'est administratif, on fait une déclaration, greffe et voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. La notion de raison d'être. Et cette loi Pacte, elle a vraiment, je pense, pour objectif que les entreprises s'approprient cette raison d'être. Pour ce qui concerne Aviva, notre raison d'être, elle est ensemble pour assurer l'avenir. Alors, dans le ensemble, on a le côté collectif, on a ce côté vraiment intérêt collectif, en dehors de l'intérêt de l'objet de l'entreprise. On a le côté assurantiel, parce que c'est quand même notre métier d'être là aussi quand les gens ont besoin, s'ils ont un problème ou pour épargner pour leur retraite, par exemple. Et on a cette notion d'avenir, donc de génération future. Donc, ce côté réflexion sur la raison d'être, ça a été pour nous une première étape pour basculer sur finalement à quoi on sert en dehors de faire de l'assurance, dans l'environnement social, à quoi on sert dans l'impact environnemental, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur les actions qu'on fait en interne pour nos collaborateurs et en externe pour nos parties prenantes. Ensuite, dans la loi Pacte, il y a une troisième dimension qui est, là, c'est plutôt le Code civil, en fait. C'est vraiment sur la déclaration qu'on fait d'entreprise à mission avec tout ce que ça implique sur, bon, la raison d'être, j'en ai parlé, mais aussi définir des objectifs par rapport à cette raison d'être, avoir un comité de mission, se faire vérifier par un tiers indépendant, et j'y reviendrai parce que ça, c'est aussi un élément structurant. Et puis, il y a cette déclaration greffe qui est le côté, je dirais, le plus facile. Alors, quand on dit ça, on dit « Ah, c'est facile, voilà, il suffit de se déclarer entreprise à mission et puis tout va se passer facilement. » En fait, il y a une vraie transformation à opérer, une vraie transformation culturelle pour l'entreprise, pour son cœur de métier. Et ça touche aussi, comme je disais tout à l'heure, toutes ces parties prenantes. Parce qu'en fait, il faut qu'on embarque, c'est ce qu'on a commencé à faire nous, nos salariés. Bon, ça, à la limite, c'est effectivement ce qui a été décrit sur KPMG est vraiment très illustratif parce que voilà, c'est la dynamique qu'il est important de mettre en place pour basculer vers ces entreprises à mission. Mais en dehors de ça, il faut embarquer aussi les fournisseurs.
Il faut avoir aussi une obligation quelque part d'être exigeant par rapport à ses fournisseurs pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir cette notion d'évaluation de leurs impacts environnementaux, sociaux, le devoir de vigilance sur l'emploi de populations fragiles. Tout ça, c'est aussi important. Et on entraîne aussi les clients. Ça, c'est aussi un élément important. Il faut peut-être aussi, et ça, c'est la façon dont nous, on l'a pensé, former nos clients à, quelque part, qu'est-ce que ce serait d'avoir des produits d'assurance éco-responsables. Alors, quand je vous dis ça, tout le monde dit, OK, bah, on a les fonds d'investissement, tout ce qui est épargne solidaire, investissement socialement responsable, tous les investissements dans les entreprises à innovation, etc. Ça, c'est plutôt sur la partie, je dirais, assurance vie, comme on l'appelle. Après, il y a aussi tout ce qui est assurance des biens, assurance qu'on appelle les dommages. Qu'est-ce qu'on va expliquer à nos clients quand ils vont s'assurer pour leur auto? Est-ce qu'on va les inciter à passer sur des véhicules plus propres? Est-ce que pour l'assurance habitation, on va s'attacher à ce que les gens puissent évaluer les risques qu'ils prennent en cas d'inondation? Quels sont les impacts du changement climatique? Donc, il y a toute une réflexion qui est embarquée finalement, même si on est assureur, pour aller sur ce statut d'entreprise à mission. Et il y a surtout un élément extrêmement important, c'est qu'il faut aussi embarquer les actionnaires. Parce qu'en réalité, il me semble, ça c'est peut-être une conviction et je suis prête au challenge, que passer sur une entreprise à mission, c'est finalement se dire que, si je reprends les termes de Pascal Demurger, ce capitalisme déshumanisé quelque part, axé sur les dividendes, eh ben, il a entraîné un certain nombre de biais et maintenant il faut rectifier un petit peu les équilibres. Donc il y a aussi ce côté important avec les actionnaires, dire ok, ben, il faut qu'on prouve qu'en dehors de pouvoir délivrer des dividendes, il faut aussi avoir des impacts environnementaux, sociaux, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos fournisseurs, quelque chose qui soit positif pour l'environnement, pour la planète, pour les stakeholders, pour l'écosystème. Ça, c'est pour nous important. Une fois que j'ai dit ça, c'est un chemin. C'est quelque chose qui est long. Quand on parle de sociétal, d'environnemental, on est fatalement sur du temps long. Donc, c'est un effort important. Et cet effort, si on revient sur la loi Pacte, il est aussi lié à cette évaluation des tiers. Parce que finalement, l'évaluation des tiers, il vous met une pression supplémentaire. Alors, il peut être un frein, pour être très honnête, parce qu'on se dit, oh là là, attention, moi, je ne veux pas non plus faire du greenwashing. Je veux pas me déclarer entreprise à mission et puis me faire rattraper parce que mon actualité fera que j'ai licencié des personnes. Ou, voilà, je ne vais pas prendre d'exemple, mais c'est des éléments qu'on a en tête ces derniers temps. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Et cette évaluation de tiers indépendants, je crois qu'elle est structurante aussi pour ce passage sur une entreprise à mission. Donc il faut s'y préparer. Il faut quelque part tester. Donc nous, on a plutôt chez Aviva tendance à être très pragmatique. Donc on va travailler sur ce que ça veut dire, sur notre transformation culturelle, comme je dis, employés, les prestataires qu'on utilise, les fournisseurs, et puis on va essayer de s'auto-tester. Et là, je reviens sur ce qui a été dit par KPMG, s'auto-tester pour s'auto-préparer une revue indépendante dans un temps qu'on n'a pas encore fixé. Voilà, donc on y va par étapes. On sait qu'on a des atouts, on sait qu'on est très actif dans tout ce qui est social et solidaire, avec la fabrique Aviva, etc. On fait déjà pas mal de choses. On est vraiment sur le terrain, on est agissant. Il faut qu'on aille plus loin. Et ce n'est pas parce qu'on est assureur et qu'on est un assureur société anonyme qui doit délivrer du dividende qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est un challenge. C'est peut-être plus un challenge pour un assureur classique, peut-être qu'un mutualiste qui a un tout petit peu plus naturellement cet objet social. Donc, voilà ce que je voulais présenter le plus rapidement possible, parce que c'est un sujet sur lequel on peut se passionner rapidement. Mais voilà, pour vous donner à la fois ce lien entre le structurel de la loi Pacte, ce qu'on fait en termes concrets et là où on veut aller. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair, extrêmement pédagogique. Et, on peut se dire d'ailleurs qu'on pourrait en effet faire une journée complète uniquement sur cette problématique-là. Là, on a fait le choix comme ça de dresser plein de sujets. Je retiens la notion de temps.
ce qui n'est pas rien, hein, la question du temps. Je suis pas mal sollicité par les médias en ce moment sur la question Covid, et ainsi de suite, et je m'amuse. Je rappelle quand même qu'on est dans une idéologie de la rapidité, et que là, pour se sauver, on nous dit de ne pas bouger. Ce qui est quand même très intéressant sur presque la rupture anthropologique que l'on est en train de vivre, puisque ça fait quand même une éternité qu'on nous bassine idéologiquement sur un discours, il faut être rapide, quoi. Et moi, je dis parfois, prenons un peu plus le temps et peut-être qu'on perdra moins d'argent au final. Et vous, finalement, je trouvais ça intéressant de se dire, y compris, vous ne donnez pas une deadline, quoi. Vous ne dites pas c'est tel jour. Ce qui laisse aussi plus de manœuvres, sans doute, plus de liberté et plus de discussion entre vous. Et juste là-dessus, pour rester là-dessus, comment vous sentez, comment vous mesurez, ne serait-ce que déjà, vous avez parlé de l'adhésion des actionnaires, vous avez parfaitement raison, sacré sujet, les fournisseurs, mais déjà au départ, c'est quand même la question des salariés. Comment vous mesurez l'implication, l'accord, l'adhésion ou pas, ou les freins et quels freins en interne? Alors, on a déjà depuis quelques années mis en place avec la Fabrique Aviva, puisque là, c'est un concours qui récompense les lauréats. Et sur les concours La Fabrique Aviva qu'on a lancé en 2015, les salariés votent. Donc déjà, ils sont quelque part entraînés à être en contact avec des projets d'entrepreneuriat à impact. Donc, ils ont vraiment cette vision de concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour des sujets qui peuvent avoir un impact environnemental, social, etc. Donc, ils sont naturellement, je dirais depuis quelques années, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas au quotidien, mais quasiment dans nos communications internes et dans nos actions. Après, on va de plus en plus loin en les intégrant à la réflexion sur ce que c'est un produit d'assurance durable. On va faire labelliser nos produits d'assurance dommages, une dizaine de nos produits d'assurance dommages cette année, avec un label d'assurance positive. Et là, c'est les salariés qui sont impliqués. Et donc là, on voit par la réflexion qu'ils mènent, par l'apport qu'ils ont, en dehors de leurs réflexes, je dirais, classiques, actuariat, technique, etc., de comment ils se sont finalement auto-formés, auto-éduqués à ces notions d'éco-conception des produits d'assurance. Donc, on a vraiment ce calcul d'engagement. On a aussi des engagements qui sont évalués par des sondages internes annuels, des surveys pour nos salariés, où on évalue effectivement leur niveau d'engagement sur ces sujets-là. On voit très bien que la tendance, elle croît sur l'implication des salariés, sur leur apport aussi, et sur leur contribution. Je pense que c'est ça qui est le meilleur indicateur. C'est que vraiment, ils ne le font pas par obligation, c'est vraiment par conviction. Et ça, je pense que, et nous, on commence à le voir avec le post-Covid, il y a quand même un effet prise de conscience qui a été assez fort et qui va impacter, je pense, positivement, l'engagement des collaborateurs sur ces sujets-là. Je pense que ça va accélérer, pour le coup, vous parliez de temps, ça va peut-être accélérer dans le bon sens du terme, parce qu'il faut vraiment maintenant qu'on a le mur en face de nous, il faut qu'on aille assez vite là-dessus, tout en gardant cette notion de temps long. Donc, c'est le paradoxe que vous évoquiez. D'accord. Merci beaucoup. C'est extrêmement riche. On voit bien comme ça ces liens. Alors, vous aviez fait presque la transition avec Philippe Dacosta, donc AG2R, la mondiale, où là aussi, autre histoire. Et Philippe Dacosta, on se connaît bien. Je ne trahirai aucun secret en disant que toi-même, tu fais un peu le mix, puisqu'il y a aussi cet engagement, par exemple, à la Croix-Rouge, et puis il y a eu aussi un engagement autour de l'éducation populaire. Donc, l'homme lui-même fait un peu cette interconnexion. Mais je voudrais qu'on revienne sur à la fois comment s'inscrit dans ces logiques-là AG2R la mondiale, et puis aussi en rappelant que vous avez construit depuis peu je ne sais pas si on peut dire une filiale, en tout cas une thématique économie sociale et solidaire, vraiment en tant que telle. Donc on est aussi, il y a entreprise à mission, il y a cette question de SS. Donc je voudrais aussi que tu puisses raconter cela. Merci Serge. En tout cas, merci et j'écoutais avec beaucoup de plaisir ce que disait Elisabeth et Hayat dans leurs précédentes interventions. Bon, je commencerai déjà par l'idée qu'on est vraiment à un moment charnière et que le capitalisme qu'on a vécu au XXe siècle est sans doute dans une forme d'impasse. Et on est aujourd'hui, ne serait-ce que par la destruction de ressources naturelles ou la croissance des inégalités, à un moment de questionnement où la vision de Milton Friedman sur le profit notamment est totalement questionnée et qu'il faut envisager les choses autrement. On voit bien que les questions de gouvernance,
les questions de répartition de richesse, voire de finalité de l'entreprise sont très clairement posées. Comme tu le disais, Serge, j'ai le plaisir d'avoir un long parcours dans l'ESS et je vois bien que dans notre univers de l'économie sociale et solidaire, des groupes paritaires et mutualistes qui se sont aussi inscrits dans cette dynamique, les questions d'utilité sociale, les questions de lucrativité ou les questions de gouvernance sont devenues relativement centrales. Et on voit bien que la question de la finalité de l'entreprise et la façon dont l'entreprise peut servir l'intérêt collectif ou l'intérêt général est aujourd'hui posée. Et que l'économie sociale, par son histoire depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, a su construire, je dirais, des pas significatifs. Bon, la première réflexion, mais ça, Elisabeth l'a très bien posé, c'est que si la finalité de l'entreprise est ancienne, la notion de raison d'être ou de sens introduit une notion nouvelle qui est la dimension de la raison d'être sociale. On voit bien que tout ça, on l'a vu à travers la loi Pacte, on l'a vu à travers la logique des bicorps aux États-Unis. On voit bien que le nouveau mot d'ordre n'est plus stratégie, mais bien commun ou responsabilité sociétale. Et on a une forme de raison d'être de nouvelle génération qui est une forme aussi de révolution culturelle. C'est qu'on est en train d'entrer dans l'ère de l'entreprise avec une conception de l'entreprise davantage tournée vers l'intérêt général, ou tout du moins comment la construction de la raison d'être s'articule autour de l'intérêt du bien commun ou d'une façon dite autre de l'innovation sociétale et de la façon dont on embarque avec l'entreprise un ensemble de parties prenantes. Et on voit bien que cette raison d'être, elle remplace petit à petit une vision stratégique de l'entreprise uniquement business, mais elle re-questionne sur l'essence même de l'entreprise et sur sa contribution à la société et la façon dont elle embarque un certain nombre de parties prenantes à son projet, à ses engagements. Et donc, on voit que les questions d'impact et autres prennent tout le sens. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une forme de pression sociale, de pression humaine, qui vient de l'intérieur de l'entreprise aussi, parce qu'un certain nombre de collaborateurs interrogent aussi l'entreprise, et ça vient d'être rappelé. Ça vient aussi des engagements qui placent ce sujet-là au cœur de la marche de l'entreprise. Et on a tous embarqué cette réflexion au cours des derniers mois. On a bien vu la façon dont ça parlait en interne et ça parlait en externe. Et ça place tout simplement la place de l'entreprise dans la cité. Ça place la question de l'entreprise qui est dans la société et la société qui est dans l'entreprise. C'est ce va-et-vient qui me paraît très important. Et ça, c'est sans doute une réaction par rapport à la financiarisation de l'économie, l'idée qu'on doit construire des réponses qui soient fidèles à ce que nous sommes et aux histoires qui ont été les nôtres. Alors nous sommes un groupe de protection sociale et patrimoniale. On est présent sur la santé et prévoyance, on est présent sur la retraite complémentaire et supplémentaire ou encore sur l'épargne. Et à travers cette démarche et avec une forme, et tu le sais bien Serge, d'engagement social puissant à travers notamment l'action sociale de la retraite complémentaire. Et on s'est interrogé au cours des derniers mois sur comment réinventer une protection sociale d'aujourd'hui et de demain. Comment accompagner des grands défis qui est de servir l'intérêt collectif et de servir des raisons d'être, une raison d'être que on a qualifiée. Nous sommes là pour que chacun puisse mieux protéger sa vie et ses proches, pour conjuguer des notions de responsabilité individuelle et de solidarité professionnelle et intergénérationnelle. Et on a très clairement posé notre raison d'être en la situant dans la volonté de développer notre entreprise comme contributrice au renforcement de la cohésion sociale. Alors très clairement, on a interrogé l'entreprise dans cette façon de porter à la fois ses métiers traditionnels, mais aussi des métiers nouveaux, et on s'est fixé une orientation stratégique sur des nouveaux métiers, des nouveaux modèles d'affaires qui visent à embarquer le groupe dans cette volonté de prendre notre place aux fragilités et à la société de la longévité. Et à travers ça, de questionner des univers de besoins de nos assurés et de réfléchir comment, à côté de nos métiers traditionnels d'assureurs et d'acteurs de la protection sociale, cela faisait sens. Et tout simplement, pour l'instant, nous sommes restés à l'idée de mettre la raison d'être dans nos statuts.
et on a considéré qu'il fallait une certaine période de maturation utile avant un engagement irréversible. Autrement dit, la notion d'entreprise à mission nous apparaît un peu tôt. Il faut d'abord travailler cette raison d'être, travailler ses engagements, travailler son pacte d'engagement. Pour promouvoir l'entreprise à mission, il nous semble qu'il faut un peu plus de temps, il faut un peu plus, je dirais, d'incubation à l'intérieur de l'entreprise pour passer à une autre étape. Et même, on peut parfaitement, dans ce que permet la loi Pacte aujourd'hui, à partir de la raison d'être, parce que la raison d'être est un concept assez lâche, au sein assez ouvert, qui reste à l'appréciation des individus avec une détermination relativement faible, nous semble-t-il, et que les engagements peuvent bien aller au-delà, nous semble-t-il, et que les acteurs de l'économie sociale peuvent prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de leurs assurés ou de leurs sociétaires qui sont, me semble-t-il, déjà conduits par l'esprit même du mutualisme ou par l'esprit même de ce qu'est une entreprise paritaire. C'est pour ça que nous pensons important, il nous semble important de prendre le temps d'avancer et d'avancer avec l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi? Et je vais terminer là-dessus sur cette première mise de jeu, c'est que en fait, il s'agit sans doute, et l'histoire vécue du côté des acteurs de l'économie sociale, la façon dont les entreprises du marché vont chercher une revitalisation vis-à-vis de l'entrepreneuriat social, c'est qu'on voit bien qu'il faut proposer un nouveau modèle, plus engagé, plus vertueux, je rejoins ce que disait Elisabeth précédemment, pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Et sans doute aussi pour la société, pour prendre en compte les questions de climat, pour prendre en compte les questions environnementales et quelque part des modèles plus résilients. Et tout cela, ça suppose aussi de réinventer la façon dont les produits et les services sont questionnés à l'aune de nouveaux défis. Et nous avons en fait la conviction qu'on est dans l'émergence d'un monde qui sera différent et que la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique liée au Covid jouent une forme d'accélérateur de ces mutations. Et on voit bien que si on a eu la loi Pacte qui a fixé la raison d'être et les entreprises à mission, on a vu aussi des groupes qui se sont empressés récemment d'être des entreprises à mission qui sont aujourd'hui questionnés parce qu'ils font un certain nombre de choix qui ne sont pas toujours conformes avec les annonces qu'ils avaient faites il y a quelques mois. Et donc on voit bien que plutôt que de s'embarquer trop vite sur des engagements qu'on n'est pas forcément en capacité de tenir, je pense qu'il y a un vrai travail de co-construction avec la gouvernance, avec l'ensemble des acteurs pour apporter des réponses qui correspondent à véritablement des ruptures et des transitions sans précédent qui se posent à l'intérieur de nos sociétés et bien entendu à l'intérieur de nos entreprises qui vivent au même rythme. D'accord, merci beaucoup, ça fixe là aussi les choses. On voit avec vos deux expériences qu'on y va avec attention. Parce qu'en effet, il y a un risque, tout le monde tourne autour, mais c'est vrai que quand Danone se fait rattraper en disant on est entreprise à mission, on communique beaucoup là-dessus, et ensuite on explique que on va réduire, on va licencier pour respecter un certain nombre de critères de rentabilité, il y a un peu un carambolage, quoi. Que donc, mais justement, derrière, on peut s'interroger aussi. Donc, je pense, et je le demanderai à Bouchra d'ailleurs, est-ce que d'une certaine manière, ça joue pas un peu de manière négative et ça va pas un peu réfréner certains? Et puis, l'autre question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que cette dynamique vers ces questions d'entreprise à mission, vers ces raisons d'être et tout ça, est-ce qu'elles apportent pas aussi, alors peut-être pas sur un plan de rentabilité pure, mais est-ce qu'elles apportent pas aussi une efficacité globale de l'entreprise plus importante? Et quand je dis globale, c'est-à-dire aussi dans cette réflexion de dire l'efficacité, c'est pas seulement le taux de rentabilité à la fin, c'est aussi l'implication dans la société, l'impact environnemental, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser finalement, on en a un peu parlé ce matin, de repenser un peu la vision comptable des choses. Parce qu'il ne faut pas réinventer des indicateurs de ce point de vue-là. Alors peut-être Bouchra d'abord juste pour vous demander si ça n'a pas créé une sorte d'un peu un atterrissage un peu violent. Est-ce que ça a fait, avec les gens, avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, est-ce que ça a calmé les gens? Ou est-ce que ça conduit les gens simplement à réfléchir encore plus fortement? Et puis ensuite, cette deuxième question à vous trois. Mettez le micro. Voilà. Désolée. Oui, alors je vais vous faire le parallèle effectivement entre nous, ce que l'on pense, et l'externe. Typiquement, vous ne m'avez pas posé la question, mais
Non, nous ne sommes pas entreprise à mission et pour autant, nous ne deviendrons pas entreprise à mission. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas du tout qu'on ne souhaite pas intégrer ces préoccupations sociales ou environnementales, c'est qu'on est persuadé effectivement que pour intégrer ces enjeux-là, il faut que l'entreprise aussi, que cet enjeu finalement s'adapte aussi à la structure de l'entreprise, s'adapte au métier de l'entreprise, s'adapte au modèle de l'entreprise. Nous, typiquement, nous sommes un cabinet avec des professions et des réglementations différentes puisque c'est une profession libérale. Mais donc le statut de la loi Pacte, enfin d'entreprise à mission, on l'a regardé de près. On s'est dit que ça ne collait pas forcément à notre modèle d'affaires. Mais pour autant, on a refait le travail sur notre raison d'être. On a intégré évidemment ces enjeux-là dans notre feuille de route sur le prochain mandat. Et ensuite, bien sûr, on va travailler. Et puis, sur les indicateurs, vous avez complètement raison. Comment on valorise cette valeur extra-financière? Parce que c'est ça aussi sur lequel il faut qu'on travaille tous. C'est comment on fait pour valoriser ces apports, cette contribution extra-financière. Nous, on le met sur le chapeau, ces investissements citoyens. Donc, on essaye de valoriser ces investissements citoyens. Mais par exemple, pour les collaborateurs, on pense que c'est un levier de performance. Comment on évalue ce levier de performance, voyez? Donc, tout est à construire aujourd'hui. Et pour les entreprises qu'on a pu rencontrer, puisqu'on avait fait un benchmark aussi pour les clients, les prospects, lorsqu'ils démarrent finalement cette feuille de route de devenir entreprise à mission, oui, vous en avez certaines qui vous disent, bon, bah écoutez, on fait un grand écart par rapport à nos ambitions du départ parce qu'on se rend compte en marchant qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas vraiment aller, et notamment effectivement sur les aspects purement financiers, le pacte d'actionnaires, comment on constitue ça. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui est c'est un mouvement qui est en train de se créer et qu'on va co-construire ensemble. Il faut vraiment prendre en compte cette notion de co-construction qui est très importante, me semble-t-il, avec l'intégralité des parties prenantes. Les parties prenantes pour une entreprise, vous l'avez souligné, c'est les collaborateurs, les clients, les prestataires, les fournisseurs, les régulateurs nous concernant aussi. Vous voyez ? Et donc, effectivement, c'est un travail qu'il faut faire de manière pas à pas. Il faut construire les choses ensemble pour arriver à un but commun qui est vraiment d'avoir une entreprise responsable, vertueuse, comme vous l'avez dit, avec cette notion aussi de résilience, de frugalité qu'emploieront certains aussi. Comment on essaye aussi d'accompagner pour certaines entreprises la décroissance peut-être aussi. Vous voyez ? Donc, il y a tout à construire. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas mal. On pourrait résumer la raison d'être. Il y a tout à construire. Ce qui est un peu ce qu'on peut imaginer dans cette période Covid. Il y a en tout cas un paquet de choses à construire, à reconstruire et à réinventer. Alors, Elisabeth et Philippe, justement, quand je disais, comment vous intégrez ces notions d'efficacité, entreprise à mission ou pas entreprise à mission, en tout cas ce chemin que vous prenez, vos deux entreprises, la question de l'efficacité, alors encore une fois, pas seulement une efficacité financière justement, puisque vous en discutez avec les actionnaires, mais du coup, comment vous élaborez les critères, je dirais, d'efficience de vos entreprises et comment ça évolue par rapport à l'avant raison d'être, on va dire. Je crois qu'il y a déjà une première efficience, une première mesure, c'est par les rapports qu'on produit, que ce soit le rapport sur l'extra-financier, le DPS, le rapport climat, où il faut qu'on évalue tous nos impacts. Ça, c'est un premier élément. Bon, c'est pas forcément le plus facile, mais celui-là, je dirais que maintenant, ça roule, entre guillemets, assez bien. La difficulté, c'est d'évaluer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est finalement l'efficacité de l'engagement des salariés, qu'est-ce que ça peut créer sur leur contribution au développement de l'entreprise en dehors simplement du développement du chiffre d'affaires. C'est ça, et c'est aussi agir pour, je dirais, limiter les externalités négatives, pour reprendre un terme économique, via l'engagement des salariés. Donc ça, en fait, on sait très bien que quand on donne du sens aux salariés sur leur lieu de travail, ça a un effet positif sur la productivité, leur productivité parce qu'ils sont mieux au travail, etc. Et donc ça, c'est bien. Donc effectivement, ça, c'est un des facteurs. Pour le mesurer, c'est pas évident.
mais encore une fois, avec nous des mesures annuelles de taux d'engagement des salariés sur des multicritères, dont ces critères d'impact sociaux et environnementaux, on arrive à mesurer une tendance. C'est pas des outils de mesure, je dirais, quantifiés, et c'est vrai que les assureurs aiment bien les outils de mesure bien quantifiés. On n'est pas encore assez mature sur ces sujets-là. Mais c'est des sujets, je pense, sur lesquels, effectivement, il y a encore pas mal de recherches, là peut-être scientifiques à faire, parce que c'est plutôt du qualitatif aujourd'hui que du quantitatif. Mais clairement, on sait maintenant que plus les entreprises donnent du sens sur le lieu de travail aux salariés, mieux c'est. Il n'y a pas d'effet négatif, ça peut être que positif. Et on a aussi l'effet attractivité sur les jeunes générations. Et ça, c'est de plus en plus important. Aujourd'hui, quelque part, attirer les jeunes, attirer les meilleurs talents qui ont effectivement ce réflexe environnemental, social, etc., co-construction, c'est pour nous un gage de succès et de pérennité de l'entreprise dans le futur. Donc ça, je pense que c'est peut-être le facteur quelque part le plus important et celui qu'on devrait pouvoir mesurer dans le futur. D'accord. Pour poursuivre ce que dit... Et on est un groupe de grandes écoles, donc c'est évidemment, ça nous touche directement, ça touche les enseignants, ça touche l'encadrement et ça touche évidemment les étudiants qui font partie des gens qui écoutent. Philippe, pareil, comment vous avez réfléchi à cette notion d'efficacité, d'efficience, qui vient d'ailleurs avec la raison d'être, hein, tout ça est en lien. Je pense que c'est une question de trajectoire et de temporalité. C'est-à-dire, il y a deux idées que je peux partager, y compris parce qu'il y en a un certain nombre d'étudiants présents aujourd'hui. La première, j'ai une phrase que j'ai entendue quand on a travaillé sur la loi Pacte et ce travail sur la raison d'être, c'est que ce travail sur la raison d'être, c'est une façon, et elle est quelque part le droit d'effacer ce que l'on a été pour affirmer ce que l'on est devenu. C'est-à-dire que pour un certain nombre de groupes du marché et je dirais capitalistique, ça a été l'occasion de repartir sur des bases nouvelles. Et je crois qu'il faut déjà revoir quelles ont été les trajectoires, les histoires des entreprises, d'où elles étaient parties, où elles en étaient. Parce que là, nous avons 3 entreprises qui avaient déjà fait un long chemin, les connaissant, les 2 autres et connaissant ma maison, avant que la raison d'être ne soit sur la table. Le sujet était déjà porté sans que la formulation n'ait été exprimée. Mais il y a sans doute quelque part le passage de logique RSE à cette logique de raison d'être qui incarne une forme de passage du 20e au 21e siècle. Mais j'ai un peu le sentiment que cette année 2020 et ce qu'on est en train de vivre est aussi une rupture, je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour revenir à ta question sur la question de l'efficience et de l'efficacité, tout dépend d'où on parle. Est-ce qu'on est une société de personnes ou une société de capitaux? Si on est donc une société de personnes, les indicateurs ne sont pas forcément basés sur le même référentiel. J'ai, dans une vie antérieure, travaillé sur les indicateurs de développement durable au Conseil économique, social et environnemental, en présidant des travaux sur le sujet. On avait fait une critique du PIB, on a constaté très largement que quand les accidents de la route se produisent, le PIB augmente, alors qu'il nous faut d'autres mesures de richesse qui soient des mesures de richesse qui valorisent tout le propos que nous avons tenu tous les 3 et sans doute la plupart des intervenants au cours de cette journée. Je ne vais pas rajouter ce qu'a dit Elisabeth sur le fait qu'on fait des efforts sur les rapports extra-financiers, sur un certain nombre d'outils. Je pense qu'on a un long chemin devant nous et c'est pour ça que nous avons créé un pôle économie sociale et solidaire parce qu'à un moment donné, on est aussi dans le sujet politique. C'est-à-dire que quelque part, l'entreprise doit embarquer chez elle une vision politique, une vision sociétale et une vision de sa place dans la société et de la mesure de la richesse dans la société. Mesure produite par ses collaborateurs, mesure produite au bénéfice de ses assurés pour ce qui concerne un groupe de protection sociale. Tout ça suppose qu'on ait construit, je dirais, une batterie de mesures qui est sans doute aujourd'hui à développer. Et moi, je crois beaucoup à la notion d'engagement et de preuve. C'est-à-dire que si on affirme des logiques d'efficacité et d'efficience, eh bien, est-ce qu'on est capable d'apporter des preuves que, entre ce que l'on annonce, que l'on dit, en termes de solidarité, en termes de services apportés à ses clients, à ses assurés, à ses sociétaires, à ses membres, on a une efficacité en la matière. Je terminerai simplement sur le fait que, du côté, par exemple, du monde mutualiste ou du monde paritaire, c'est en cela que la raison d'être
au-delà du discours sur la gouvernance, sur l'utilisation, l'utilité sociale, elle re-questionne tout simplement, pour le mouvement mutualiste, paritaire, la question de la relation avec ces sociétaires et la façon dont les sociétaires et les adhérents refont la mutuelle ou refont le groupe paritaire que nous sommes. Et donc, est-ce que le pacte d'engagement avec le sociétaire, est-ce qu'il est relativement crédible pour qu'à un moment donné, par rapport à des coups durs de la vie ou des solidarités de proximité, on apporte ces réponses? Et ça se mesure très concrètement quand un groupe de protection sociale comme AG2R redistribue pratiquement 100 millions d'actions sociales tous les ans en solidarité sur les territoires en proximité. Eh bien, quelque part, c'est pas forcément, je dirais aujourd'hui, sur des indicateurs ou des batteries d'indicateurs qu'on n'avait pas jusqu'alors, qu'on est en train de construire fortement. Ça n'est pas connu Orbi et Turbi, mais en tout cas, ça change le quotidien et ça change là où nous sommes. On voit bien qu'il y a une différence entre le fait d'être présent et de ne pas être présent dans cette solidarité du quotidien. Merci beaucoup. Et si je vais dans ce sens-là, d'ailleurs, je dirais qu'il y a l'argent, parce que je suis assez impliqué, mais c'est aussi l'effet de levier. Quand vous mettez tant, ça génère aussi toute une série d'autres activités, y compris d'activités de solidarité. Je crois que c'est aussi je crois que ce qui est important, et c'est je crois, la grande force de nos entreprises, c'est-à-dire que quand on sait mobiliser diverses parties prenantes, on crée un écosystème et on permet de changer d'échelle. Or, aujourd'hui, la plupart des actions que l'on mène et des engagements que prennent nos groupes, nos entreprises, c'est la capacité des alliances et des partenariats, comme étant la capacité entreprises, associations, par exemple, on le voit très bien, la crise des associations est sans précédent dans notre pays. La façon dont nos entreprises aujourd'hui passent alliance avec des associations à travers nos réflexions sur la raison d'être, ça fait complètement changer le quotidien de nos sociétaires en termes de solidarité. Par exemple, tu citais tout à l'heure mes engagements à la Croix-Rouge. Croix-Rouge chez vous, par exemple, a bénéficié du soutien de beaucoup d'entreprises. Et ça, c'est vraiment une grande force qui a permis, à un moment donné, à la solidarité d'un réseau de s'exercer. Et quand d'autres groupes créent des logiques autour de la table d'un certain nombre de startups ou autres, c'est cette solidarité qui existe au quotidien. Alors, juste pour finir, le temps presse, il y a à la fois il y a une question de Dimitri qui dit, mais est-ce que dans cette entreprise à mission, dans ces nouvelles gouvernances, est-ce qu'une des questions majeures, c'est quand même pas une place plus grande des salariés dans la gouvernance, justement, dans l'organisation des entreprises, un peu sur un modèle assez connu du capitalisme rénan, pour reprendre des vieilles formules en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est la première question. Et puis, juste un petit mot de votre part sur cette notion d'impact. C'est quand même une des mesures, c'est justement de chercher. Il y a les fonds à impact, il y a des éléments comme ça. Voilà. Est-ce que ça va aussi dans le sens de cette réorientation des entreprises? Donc, d'une part, la question du poids, de la place des salariés, est-ce que c'est intégré dans vos réflexions vers les entreprises à mission, enfin, vers ce chemin? Et puis, deuxième élément, cette notion d'impact, est-ce qu'elle dit quelque chose pour vous, quoi? Elisabeth, peut-être? Pour nous, oui, parce qu'en fait, on a beaucoup d'actions en fait sur ces thématiques-là, et c'est le côté. Je sais que le terme est un peu trop peut-être utilisé. Enfin voilà, c'est compliqué maintenant de faire son chemin là-dedans, mais le côté concret. Je pense c'est vraiment ça qui est l'intérêt finalement en fait. C'est ce côté voir et constater ce qu'on peut faire concrètement en fait. Et c'est le côté démontrer dans le réel les actions qui peuvent être menées. Je pense que c'est ça la vertu. D'accord. Peut-être deux mots. La première, c'est que dans nos groupes, les salariés sont fortement impliqués dans la gouvernance. Nous sommes une société de personnes et les salariés constituent nos conseils d'administration pour une grande part. Et ça, c'est important dans un groupe paritaire et mutualiste, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de mutuelles. Et deuxième aspect très important, me semble-t-il, pour avoir une profondeur, je dirais, un peu de ces dernières années, c'est la façon dont nos entreprises, à travers leurs fondations, mobilisent très fortement
les salariés. C'est-à-dire que les premiers contributeurs dans la plupart des fondations dans nos entreprises sont devenus les salariés. Moi, j'ai vu ce virage-là s'exercer il y a une dizaine d'années et j'ai assisté à cette accélération-là des 10 dernières années où une bonne partie des projets qu'on soutient à travers nos fondations sont relayés et changent de façon exponentielle parce qu'il y a des implications intuitives personnées d'un certain nombre de nos salariés qui deviennent aussi partenaires des associations et des structures start-up et autres qu'on soutient. Tout à fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, encore une fois, c'est démontrer l'action. Les gens se valorisent de l'impact aussi qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment ce cercle vertueux. Je ne sais pas si ça peut être vraiment de la gouvernance, mais en tout cas, là, il y a quelque chose de vertueux qui est indispensable pour aller de l'avant sur ces sujets de développement, de mission, voilà, de tout cet environnement sociétal qu'il faut absolument qu'on développe dans nos grandes entreprises. Et puis pour rejoindre un peu ce que vous disiez, vous parliez des fondations, Philippe, je connais très bien la fondation AG2R qui est très très active aussi dans l'écosystème et pareil pour la Fabrique Aviva, bien sûr, on les connaît très bien et vous avez entièrement raison de les valoriser. Moi étant aussi, j'ai ma casquette fondation aussi et forcément, il faut le savoir, les fondations d'entreprise sont des outils, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le bras armé finalement de la RSE et ça permet effectivement d'incarner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'incarner, de donner des éléments de preuve de l'engagement, mais surtout, c'est ce qui permet, ces fondations, en l'occurrence la nôtre, mais je sais que je rejoins souvent la fondation AG2R que je croise aussi dans les secteurs ou à Fabrique Aviva sur des sujets, notamment sur le terrain. Ça nous permet aussi d'être contributeurs sur le terrain parce que les collaborateurs vont aller au plus près des associations, vont s'engager dans le tissu associatif ou dans le milieu entrepreneurial et vont coacher, accompagner, etc. Et c'est là qu'on voit aussi l'implication des collaborateurs en qualité d'ambassadeurs de l'entreprise et c'est là qu'on arrive aussi à matérialiser cet engagement. Donc, je vous rejoins entièrement sur ce sujet-là. Merci beaucoup à vous trois. On peut vous applaudir. Merci à vous. L'exercice est jamais facile hein, sur un temps comme ça limité.